Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Nouvelle secousse dans la finance. La Société Générale annonce avoir été victime d'une fraude exceptionnelle de près de 5 milliards d'euros. Selon la banque, l'un de ses courtiers serait l'unique responsable. Les spécialistes expriment des doutes. La grève des fonctionnaires a été moyennement suivie, sauf chez les enseignants fortement mobilisés. Un peu plus de 2000 communes ont testé le service minimum dans les écoles. Les prix sont bel et bien en train de monter en flèche dans les grandes surfaces, entre 2,6 et 3,4% pour le seul mois de décembre, en ce qui concerne l'alimentaire, selon une étude effectuée tous les mois. Il revient au premier plan, relativement épargné par la baisse dans les sondages. François Fillon est en visite au forum de Davos. Il a vanté là-bas la rupture à la française. L'autre visage de l'Afrique. L'an passé, plus d'une vingtaine de pays ont dépassé les 5% de croissance. Nous irons au Ghana, qui accueille actuellement la Coupe des Nations de football. Enfin, victoire magistrale de Jo Wilfried Tsonga à Melbourne. Le Français a balayé en 3-7 le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, et accède à la finale. On le retrouvera à la fin de ce journal. D'abord donc, ces révélations de la Société Générale qui ont provoqué la stupeur. Le mot n'est pas trop fort. En pleine crise boursière, la banque a révélé ce matin qu'elle avait été abusée par l'un de ses salariés, un trader, c'est-à-dire un opérateur de marché. Il aurait déjoué les systèmes de contrôle et provoqué, par des opérations hasardeuses, une perte de près de 5 milliards d'euros. Toute la question est de savoir s'il a vraiment agi seul. La banque assure que oui. Franck Genozo. Jérôme Kerviel, 31 ans, est peut-être l'homme qui a fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale. Un courtier prometteur, doué en informatique, qui gagne 100 000 euros par an et travaille dans la salle des marchés. En quelques mois, à partir de son ordinateur, il aurait construit un système parallèle, complexe, débouchant sur une fraude rarement vue dans le secteur bancaire. C'est ici qu'il a été formé. Université de Lyon 2, Masters en finance, promotion 2000. Dans cette école, il a reçu une formation pointue qui lui a permis de connaître tous les secrets des salles de marché. Ils sont formés pour éviter les dérapages, pour construire et organiser les contrôles, pour vérifier les systèmes informatiques, etc., pour éviter que ce genre d'événements ne surviennent. Mais à toute personne à qui vous apprenez les contrôles, vous apprenez la façon de déjouer le contrôle. Cet après-midi, le PDG de la Société Générale a été forcé de reconnaître à son courtier un talent extraordinaire de dissimulation. Ce soir, Jérôme Kerviel est introuvable, injoignable. L'enquête déterminera son rôle exact. Il aurait agi seul et surtout sans s'enrichir. Voilà qui rend le mystère encore un peu plus épais. Et ce soir, l'un des membres du cabinet d'avocats qui défend Jérôme Kerviel assure qu'il n'est pas en cavale et qu'il était dans les locaux aujourd'hui. Alors près de 5 milliards d'euros, c'est un montant d'une ampleur sans précédent pour ce type de fraude. Elle n'a été décelée, semble-t-il, que la semaine dernière et annoncée donc ce matin. Une plainte a été déposée. Les dirigeants de la Société Générale veulent rassurer. Ils estiment que la banque a les reins solides. Romain Messi, Philippe Jasselin. C'est une fraude massive de 4,9 milliards d'euros qui frappe la Société Générale. Elle a été révélée par la direction de la banque ce matin. Selon elle, la fraude serait le fait d'un homme. Il aurait engagé près de 40 milliards d'euros sur les marchés financiers, de sa propre initiative et à l'insu de son employeur. Cet homme seul avait construit cette entreprise en utilisant les instruments Société Générale et en trouvant l'intelligence, parce qu'il faut le dire, de réussir à échapper à toutes les couches de contrôle que nous avons. Le courtier a finalement été démasqué le week-end dernier. Ses engagements financiers ont tous été liquidés, mais la Société Générale perd au final près de 5 milliards d'euros. Son PDG présente aujourd'hui ses excuses aux clients et salariés. Il renonce à son salaire pour 6 mois et porte plainte pour faux et usage de faux. Mais la thèse d'une fraude isolée laisse perplexe au sein même de la banque. À notre avis, ça ne devrait pas être possible. Pas quand on joue avec des sommes pareilles, parce que c'est quand même le capital de l'année 2007 qui est englouti. Un seul homme qui fout toute une panique comme ça m'a choqué et j'ai trouvé ça incroyable. Du côté des clients de la banque, beaucoup moins d'inquiétude à l'annonce de cette gigantesque fraude. C'est dommage pour la banque, mais pas pour mes sous. Vous n'avez pas peur? Non. Vous, en tant que client, ça vous fait... Non, ça ne m'inquiète pas. Je viens de souscrire des actions. Autre mauvaise nouvelle pour la Société Générale, la perte de 2 milliards d'euros supplémentaires liée à la crise des subprimes aux États-Unis. La banque voit ses bénéfices en 2007 ramenés à 600 millions d'euros.
Il faut rappeler que la Société Générale est l'une des plus grandes banques françaises. Elle compte 120 000 salariés, dont la moitié à l'étranger, et 2153 agences en France. Alors on s'arrête un instant sur ce métier très particulier, les opérateurs de marché, qu'on appelle aussi les traders. Et ils sont souvent considérés comme les rois de la bourse. Cette affaire n'est pas la première du genre et beaucoup de spécialistes, on l'a déjà entendu, ont du mal à croire que l'homme en question ait pu agir entièrement seul. David Bohéry, David Fossard. Salle des marchés de la Société Générale à Paris. C'est dans une salle comme celle-ci que le jeune trader travaillait. Il n'achetait pas et ne vendait pas directement des actions. Il opérait sur les marchés dérivés. Son métier, prendre des paris sur l'évolution future des indices boursiers européens. Depuis quelques mois, il avait parié sur la hausse des marchés actions. Erreur, les marchés n'ont fait que baisser. C'est quelqu'un qui a une liberté totale, à qui on a demandé de créer de l'argent, de créer de la richesse, et à qui on a donné un porte-monnaie et on a dit essaye de faire le mieux possible en allant dans le meilleur casino du monde. Et le meilleur casino du monde s'appelle par trop souvent la bourse, malheureusement, et il a effectivement perdu, mais des sommes trop fortes, ça c'est certain. C'est possible qu'il ait agi seul ? C'est probable qu'il ait agi seul au niveau effectivement des positions, puisque c'est son métier, donc il est probable et même certain que c'est quelqu'un qui a initié le jeu, qui a continué à jouer seul. Après, effectivement, au fil des jours, des mois, si tant est que ça dure depuis quelques mois, que personne n'ait vu, là, très honnêtement, je crois qu'il faut faire très attention. Fin de semaine dernière, la direction générale de la banque découvre l'ampleur des risques. Le PDG, Daniel Bouton, décide alors d'y mettre un terme. Tous les contrats sont vendus lundi dernier en pleine débâcle financière. La Société Générale enregistre alors une perte de près de 5 milliards. Un record historique, 4 fois plus que la fraude de Nick Leeson. En 1995, ce courtier britannique avait réalisé des opérations frauduleuses à la bourse de Singapour. Des paris risqués qui avaient conduit à la faillite de la Barings. Condamné à 6 ans de prison, il continue aujourd'hui de payer. J'ai encore une amende de 100 millions de livres. Ça va me poursuivre toute la vie. Je ne joue même pas au loto, car si je gagnais, il faudrait que je rende tout. Dans le cas de la Société Générale, les 5 milliards de pertes seront payés sur les bénéfices de la banque en 2007. De quoi rassurer les clients et les actionnaires, la faillite n'est pas à l'ordre du jour. Alors, beaucoup de réactions ce soir, bien sûr. En voici une, celle de la ministre des Finances, Christine Lagarde. Elle s'interroge également sur les contrôles. On l'écoute. J'ai demandé à la commission bancaire de procéder à 2 mesures et de m'en rendre compte dans les meilleurs délais. Premièrement, comment se fait-il qu'en dépit des contrôles opérés par la commission bancaire, aucune de ces malversations effectuées par ce salarié fraudeur n'ont été décelées? Et d'autre part, j'ai demandé à la commission bancaire et à son président, qui est également le gouverneur de la Banque de France, de me proposer un certain nombre de contrôles additionnels et notamment de contrôles opérationnels destinés à éviter que ne surgisse à nouveau ce type de situation. Et en tout cas, cette affaire n'a pas empêché la bourse à Paris de rebondir fortement après la baisse d'hier, plus 6,04%. Alors qu'ici on voit l'ouverture de Wall Street, les autres places européennes suivent la même tendance. Les jours se suivent donc et ne se ressemblent pas. À noter que le titre Société Générale, lui, est le seul en baisse. Il a terminé en diminution de 4,14%. Autre titre de l'actualité, la nouvelle journée de grève des fonctionnaires. Elle a été globalement moins bien suivie que la précédente, il y a 2 mois. En moyenne 20% de grévistes, selon le ministère de la fonction publique, mais une forte mobilisation des enseignants. Des manifestations étaient également organisées un peu partout. Cyril Za, Yann Moine. Ils donnent le tempo et battent le pavé. 17 000 selon la préfecture, le double selon les syndicats et sur toutes les lèvres, les mêmes revendications. Je suis infirmier en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne. Et si on est là, c'est pour se battre contre la privatisation aussi de l'hôpital et des services publics. Majoritaire dans les cortèges, les enseignants. 1 sur 3 était aujourd'hui en grève selon le gouvernement, presque 1 sur 2 pour les organisateurs. Dans la rue, un seul credo, la hausse du pouvoir d'achat. Les prix explosent, on voit bien chaque matin, on achète un litre de lait, on voit bien qu'il a augmenté par rapport à la veille. Donc c'est normal d'augmenter nos salaires, c'est une juste revendication. En tête de défilé, les leaders syndicaux et un même écho, rehausser les salaires pour augmenter le pouvoir d'achat.
Il faut reconnaître le travail, il faut rémunérer le travail, rémunérer la qualification. Il y a beaucoup de retard qui a été pris dans notre pays à ce propos. Il est temps que ça soit à l'ordre du jour. On est assuré que les salaires vont continuer à baisser en valeur relative. Et ça, c'est pas acceptable. Le gouvernement a proposé une augmentation de 1% du point d'indice au 18 février prochain, un peu plus que l'année dernière, mais pas encore assez pour les manifestants. Image des autres manifestations dans les régions. À Lyon, le cortège a regroupé entre 7 et 10 000 personnes. Gros écart de chiffrage à Marseille, où les manifestants étaient entre 5 400 et 15 000 selon les sources. Même ordre de grandeur à Bordeaux, entre 6 500 et 15 000 personnes. Alors on le disait, les enseignants étaient les plus mobilisés. Le ministère a compté près de 4 grévistes sur 10, les syndicats plus d'1 sur 2. Une journée test aussi pour le service minimum dans le primaire, on en a déjà souvent parlé. Pour la première fois, les élèves pouvaient être accueillis dans certaines écoles en cas de grève des professeurs. Reportage Nabila Tabouri, Frédéric Pasquette avec notre bureau à Lille. À pied, sur le dos ou à vélo, qu'importe. La préoccupation des parents ce matin, faire garder son enfant. Bonjour Pauline, c'est Lucienne Desjeunes avec nous? Pas de casse-tête pour cela. Tous les enseignants de l'école ont beau être en grève, l'accueil est quand même assuré. Nous sommes à Boulogne-Billancourt et la commune UMP a mis en place un service minimum. Plus de 70% des enfants sont présents. J'ai pas des vacances ou des RTT à prendre tous les jours à chaque fois qu'il y a une grève. Donc non, je ne me sens pas casseuse de grève du tout. Boulogne-Billancourt pratique le service minimum en cas de grève de profs depuis près de 10 ans. La nouveauté, c'est la subvention que touchera la municipalité, financée par les retenues sur les salaires des grévistes. Le principe même de la grève, vous le savez, c'est que dès lors que le service n'est pas fait, ça vaut dans la fonction publique mais ça vaut dans les entreprises, celui qui ne le fait pas n'est pas payé. Donc c'est vrai que c'est une économie pour l'État. Mais Boulogne est une exception. La majorité des communes a fonctionné sans service minimum, comme ici à Lille. L'accueil est assuré par les non-grévistes. Qui, ici, n'a pas à manger? Les agents de service, eux aussi, sont en grève. Résultat, à la cantine ce jeudi, c'est pique-nique. On a le droit de manger ce qu'on ne mange pas à la maison, par exemple des chips, des trucs comme ça. Et quand les écoles sont complètement fermées, comme ici à Paris, pour les parents, c'est le système D. Cette maman a fait garderie chez elle toute la journée. C'est l'idée du service minimum qui m'a donné l'idée de proposer une garde des enfants. Mais la prochaine fois, je préférais le faire à l'école, parce que les structures sont plus adaptées et c'est plus simple. L'heure est maintenant au bilan. Pour faire passer le service minimum, le ministre se dit prêt à aller plus loin. Une loi pourrait être envisagée. Alors, succès ou échec pour le service minimum? Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, est avec nous. Bonsoir Xavier Darcos. Quel bilan tirez-vous de cette journée? Écoutez, c'était un test qui était quand même d'une grandeur convenable, puisque nous avons 10% des villes concernées, c'est-à-dire 2000 très grandes villes. Ça concernait 8,5 millions d'habitants, 30% des villes de plus de 100 000 habitants y ont participé, et franchement, le bilan est excellent. Nous avons un retour de satisfaction des familles qui est très élevé. Certains, vous l'avez entendu, parlent de briseurs de grève. Que répondez-vous? Je réponds que la grève, c'est le droit de ne pas enseigner, que ce que nous avons mis en place est un service aux familles, c'est un service qui permet aux enfants de ne pas être à la rue, et je dirais, surtout pour les familles qui en ont le plus besoin. Moi, j'étais ce matin dans le 93 à Aulnay-sous-Bois, dans un quartier difficile, il y avait là une cinquantaine d'enfants qui étaient accueillis, et je peux vous assurer que ce n'étaient pas ceux dont les familles sont les plus aisées, ce sont des parents qui ont une situation précaire, qui ne savent pas comment se débrouiller, qui n'ont pas de famille proche, et pour eux, c'était un service réel. Alors, je ne brise pas la grève, mais j'apporte un service aux familles. Alors vous avez évoqué il y a quelques jours même l'idée d'aller plus loin en demandant aux enseignants grévistes de se signaler 48 heures à l'avance pour pouvoir prendre les dispositions. Est-ce que votre décision est prise? Oui, j'avais proposé que dans les 2 mois, nous trouvions un accord avec les représentants des syndicats pour que nous puissions en effet avoir un préavis de grève de 48 heures. Et si nous n'arrivons pas à cet accord, ce que je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argument en faveur de ne pas se déclarer gréviste, mais si nous n'y arrivons pas, eh bien oui, nous passerons par la loi. Une loi, quand pourrait-elle être votée? Donc d'ici à l'été, vous parlez de 2 mois encore de délai? Nous allons en discuter, je le répète, mais si nous n'arrivons pas à un accord, nous passerons par la loi, parce qu'il faut que les familles soient prévenues.
Et je vous dis une chose, Monsieur Pujadas, après le succès de ce test national d'aujourd'hui, même si des villes de gauche par idéologie y ont refusé, ou même des maires de droite, je pense par exemple au Monsieur Pélissard, à Lons-le-Saunier, qui n'a pas su ou pas pu le faire, eh bien je vous assure que la prochaine fois, dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent, tout le monde fera le service minimum d'accueil parce que c'est demandé tout simplement par les familles, que c'est juste. Un dernier mot, Xavier Darcos. Traditionnellement, il y a toujours cette querelle des chiffres, source syndicale, source ministère. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'y mettre fin, une comptabilisation? Est-ce que vous envisagez quelque chose là-dessus? Bien entendu, il y a eu aujourd'hui 2 professeurs sur 3 qui ont fait leur service, mais les syndicats disent un chiffre différent. Eh bien, je prends un engagement devant vous, Monsieur Pujadas. Je donnerai à l'unité près le nombre de professeurs dont nous aurons retiré un jour de salaire, c'est-à-dire je vous donnerai à l'unité près le nombre de grévistes, et on verra évidemment que les vrais chiffres sont ceux du ministère. Mais je ne veux pas en faire une querelle parce que je ne veux pas stigmatiser la grève. Je comprends que la grève ait lieu, je comprends que les professeurs aient des choses à dire, à faire entendre sur leurs conditions de carrière, sur l'évolution de leur métier. Je l'entends, mais en même temps, il faut tout de même que nous donnions des données objectives aux parents. Merci Xavier Darcos d'avoir répondu à notre invitation. Une grève est aussi en cours aujourd'hui à France 2. Ce journal se déroule dans des conditions particulières et dans un décor inhabituel. L'édition de 13h, vous l'avez peut-être constaté, n'a pu être diffusée. Alors nous vous devons des explications sur ce mouvement. Julien Beaumont, Zidenberkus. 13h, pas de journal sur France 2. Une partie du personnel est en grève. Leurs revendications, défense du pouvoir d'achat, fin du travail précaire, mais ce n'est pas tout. 2 syndicats ont décidé cette action spectaculaire. Ils souhaitent ainsi exprimer leurs inquiétudes après la décision de Nicolas Sarkozy de supprimer la publicité en 2009 sur France Télévisions. C'est le moyen d'alerter les téléspectateurs, les parlementaires sur l'inquiétude de tout le service public et surtout France 2 actuellement, puisque 40% des revenus publicitaires vont disparaître en 2009. On ne sait pas encore ce que va donner cette loi. D'autres syndicats s'interrogent sur les chantiers mis en place par Patrick de Carolis. Des synergies dans le groupe France Télévisions sont en cours. Elles sont jugées dangereuses pour la CGT. On prétend que le secteur public audiovisuel doit se développer et non pas subir les assauts d'un sous-financement. Ce n'est pas forcément des économies, c'est plutôt du redéploiement. Vous savez, nous avons à faire face à de nouveaux enjeux, nous devons être plus présents sur Internet, nous allons bientôt être diffusés en 16/9, nous allons être diffusés en haute définition. Tout ça sont des enjeux nouveaux pour nous et donc nous devons nous y adapter. D'autres rendez-vous sont prévus entre direction et syndicats. Pour l'heure, aucun préavis à l'horizon. En bref, toujours dans l'actualité sociale, les résultats de l'enquête de l'inspection du travail au technocentre de Renault à Guyancourt, où plusieurs suicides avaient été observés récemment, on en avait parlé ici même. On peut effectivement parler, selon les inspecteurs, de harcèlement moral. Un avertissement a donc été adressé aux constructeurs qui pourrait également être verbalisé. Une nouvelle pièce à verser au dossier du pouvoir d'achat. Les prix, oui, sont bel et bien en train de monter en flèche dans les grandes surfaces. C'est ce qu'indique l'étude d'un cabinet privé relevé à l'appui. Les derniers chiffres concernent le mois de décembre et il est question d'une hausse de 2,6 à 3,4% en seulement 30 jours donc pour les produits alimentaires. Romain Messi, Sébastien Lafargue. Pour remplir le caddie France 2, il nous faut des pâtes, du café, du jambon, des céréales, bref, des aliments de base. Au total, 12 produits strictement similaires à ceux que nous avons achetés l'été dernier dans ce même supermarché, en caméra cachée, faute d'autorisation. Passage en caisse, l'heure du constat. En août, le caddie France 2 nous avait coûté 39,87 €. Aujourd'hui, il nous coûte 41,66 €, soit une hausse de 4,49%. L'augmentation des prix, un sentiment partagé à l'heure des courses. Bien sûr que c'est plus cher. Vous l'entendez bien et vous remarquez que vous faites les courses tous les jours à votre famille. Selon une étude, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,42% lors du seul mois de décembre. Mauvaise nouvelle, ce sont les produits dits premier prix qui sont les plus touchés par la hausse. Dans cette catégorie, les pâtes ont augmenté de 30%, l'huile de 15% et les œufs de 19%. Comme les grandes marques, les magasins hard discount ne sont plus une garantie contre l'inflation.
Les suites de la présentation du rapport de Jacques Attali pour la croissance, avec des réactions toujours contrastées. La gauche continue de se diviser. Elisabeth Guigou y voit d'excellentes choses, alors que le PS parle, lui, de lourdes menaces sur le droit du travail. Nous avons souhaité revenir ce soir sur les taxis, car 2 chiffres très différents ont été donnés hier, ici même. Alors pour mettre fin à la confusion, les explications d'Yves Ginca et Patrice Brugère. Pour remédier à la pénurie des taxis parisiens aux heures de pointe, la commission Attali propose une ouverture complète du marché des taxis et des véhicules de petite remise parisiens, ce qui permettrait d'avoir 50 à 60 000 taxis et VPR à Paris en proche banlieue contre 16 000 aujourd'hui. Les voitures de petite remise, baptisées outre-Manche mini-taxis, n'existent quasiment pas en France. Elles sont autorisées par licence à transporter des clients. Mais les courses doivent être réservées par téléphone et le prix fixé avant le départ. Ces voitures n'ont pas de marque distinctive. Pour atteindre les objectifs du rapport, il faudrait attribuer 40 000 autorisations. Quant aux taxis traditionnels, la commission Attali propose d'accorder gratuitement 6 500 nouvelles licences en 2 ans. En contrepartie, ces derniers pourraient répercuter le prix du carburant sur le tarif des courses. Ils bénéficieraient d'une voie réservée entre Paris et les aéroports et enfin auraient la possibilité de travailler dans toute l'Île-de-France. Au total, 45 000 emplois seraient créés. L'offre de taxis et de VPR en Île-de-France atteindrait alors 60 000 véhicules. En bref, des incidents à Ajaccio hier au tribunal après la condamnation de 5 personnes suite aux incendies à l'Assemblée de Corse. Face aux protestations, le président du tribunal a fait évacuer la salle qui a été inondée de gaz lacrymogène des CRS. Dans la bousculade, un homme en chaise roulante a été renversé. Tensions et protestations aussi à Brest dans un tout autre dossier. Il s'agit cette fois des violences urbaines de 2005. 5 personnes étaient jugées, dont une pour avoir tiré sur les forces de l'ordre. Les peines ont été largement inférieures à celles requises, ce qui a provoqué la colère des policiers. Hakim Abdelkalek. Ce jeune homme en blanc est jugé avec 2 complices présumés pour avoir tiré contre ce véhicule de police dans un quartier sensible de Brest lors des émeutes de novembre 2005. Une policière avait été blessée par un éclat de verre. Le procureur avait requis 9 ans de prison. Le prévenu écope finalement de 3 ans pour port d'armes et les 2 complices présumés sont relaxés. Au cours du procès, les policières parlaient de tentative d'assassinat. Elles sont consternées et veulent garder l'anonymat. Je suis déçue. C'est de la violence gratuite. Comme on disait ce matin, c'est se faire tirer dessus comme des lapins. On est des lapins pour eux. Nous, quand on nous tape dessus, on va pas dans la rue pour faire des manifestations. Par contre, dès qu'on touche un peu, on voit pas les coups qu'on prend avant nous. Et nous, on n'a pas le droit de se défendre de toute façon. Donc, quand il y aura un mort, peut-être que la justice se réveillera. Les proches des personnes relaxées, en revanche, crient victoire. Pour une fois, l'acharnement policier qui mène depuis 2003 a été prouvé. Et voilà, maintenant, on est très contents. Toutes les familles sont très contentes. Justice est faite. Justice est faite, pour une fois. Le procureur, qui avait évoqué une opération commando dans son réquisitoire, a décidé de faire appel de la décision. Politique, tout doucement, sans faire de bruit, il est devenu l'une des personnalités les plus populaires à gauche. Olivier Besancenot est sur le devant de la scène aujourd'hui. Il donne le coup d'envoi de son nouveau projet, dissoudre d'ici quelques mois la Ligue communiste révolutionnaire pour créer un nouveau parti plus large et plus fédérateur, peut-être un tournant pour l'extrême gauche française. Hélène Hugues, Abdelzouiwesh. Depuis la présidentielle, Olivier Besancenot n'a jamais cessé d'être en campagne. Quand il y a eu des grèves, ils n'ont pas remboursé. Oui, ils ont dit qu'ils allaient le faire, mais ils l'ont pas fait. À l'affût de la moindre doléance, usagers, étudiants, mal logés, tous les combats deviennent aussitôt les siens. Ce jour-là, à Marseille, il rencontre des syndicalistes de la SNCF. S'il est question de monter des piquets de grève, il faut s'installer dans les bureaux, etc. C'est compliqué maintenant, c'est très compliqué. Nous, maintenant, c'est systématique. Dès que tu as une grève, de toute façon, tu es en émission permanente. Entre un facteur et des cheminots, on parle le même langage. On en arrive au même constat, amer, sur l'état de la gauche. Aujourd'hui, il y a un parti de gauche et des partis qui se disent de gauche. Le problème, il est là aujourd'hui. Il n'y a plus de parti social. Olivier Besancenot veut donc créer un nouveau parti anticapitaliste. Dire qu'il n'y a pas d'opposition à Nicolas Sarkozy, c'est pas vrai. Il y en a qui luttent, qui résistent. Il n'y a pas d'opposition politique pour l'instant à Nicolas Sarkozy. Voilà. Il y a une opposition sociale. Ce qu'il faudrait, c'est un peu le correspondant de tout ça. C'est une leçon de choses au moins. Mais pour réussir son pari, il doit rassembler au-delà de son camp. Côté socialiste, on accueille cette initiative avec scepticisme. Si cette radicalité est aussi une radicalité contre le Parti socialiste, c'est un peu une grande division, une scission, une sécession
au sein de la gauche et ça affaiblit globalement le camp qui veut lutter pour la justice. Et de fait, pour attirer les communistes ou les amis de José Bové, il doit marteler haut et fort sa différence. Face à Sarkozy, il y a deux types de gauche. Il y a une gauche qui tortille du cul et qui s'excuse à chaque début de phrase de ne pas être d'accord avec Sarkozy. Et puis il y a une autre gauche qui dit clairement qu'il faut que dans le camp des couches populaires, des quartiers populaires, de la jeunesse, il faut que dans ce camp-là, il y ait des gens qui soient aussi décomplexés que Sarkozy. Décomplexé, mais pas au point de se présenter au municipal de Neuilly, où il travaille. Non, parce que je veux laisser une chance à M. Martin. C'est vrai qu'ici, il n'a obtenu que 9 voix à la dernière présidentielle. La politique encore avec le retour au premier plan de François Fillon. Il s'est passé le week-end dernier l'un de ces petits événements très commentés dans les cercles politiques. Le Premier ministre a vu sa courbe de popularité dans les sondages dépasser celle de Nicolas Sarkozy. Grande première aujourd'hui pour un chef de gouvernement français. Il était au forum de Davos où il a vanté la rupture à la française. Sur place, Jean-Paul Chapelle, José Boulestex. Un horizon dégagé et un grand soleil pour accueillir François Fillon. C'est la première fois qu'un Premier ministre français fait le déplacement à Davos. L'occasion d'affirmer que la France a changé. Il le dit même en anglais, la France est en mouvement. France is on the move. On ne pouvait pas mieux décrire ce qui se passe en France depuis 8 mois. Ma présence aujourd'hui est donc un symbole. C'est le symbole d'une France qui veut réoccuper toute sa place dans les grands débats sur l'avenir de l'économie mondiale. Le Premier ministre a rappelé les réformes mises en œuvre, plus de flexibilité, un discours qui ne peut que séduire les chefs d'entreprise réunis ici. Je pense que la France change très vite, tous les médias internationaux s'en rendent compte, les investisseurs aussi, et au niveau de mes voisins européens, il n'y a pas besoin d'aller loin, moi je suis en charge de l'Europe maintenant, je peux vous dire, ils voient que ça change, ils regardent ça avec beaucoup d'intérêt. S'il met en pratique tout ce qu'il dit qu'il va faire, la France va devenir un pays vraiment fantastique. Face à des patrons très pragmatiques, le Français s'est efforcé de dissiper tous les clichés négatifs. La France n'est pas un pays frileux face à la mondialisation, c'était le message du Premier ministre, il a été reçu 5 sur 5. On l'évoquait hier, ce forum de Davos consacre encore un peu plus la poussée des pays émergents. Alors on pense à l'Inde et à la Chine, on oublie souvent l'Afrique. Et pourtant, loin des clichés souvent ressassés, une partie du continent s'éveille durablement à la croissance. Meilleure gestion, hausse du prix des matières premières, arrivée des capitaux étrangers. Voici l'exemple du Ghana qui accueille actuellement la Coupe des Nations et qui mise notamment, vous allez le voir, sur la formation des élites. Envoyé spéciaux Dominique Derda, Frédéric Guiraud. À 40 ans, il avait tout. Un travail chez Microsoft à Seattle et à la banque, déjà plusieurs millions de dollars. Patrick Awa aurait bien pu finir sa vie aux États-Unis. Mais il a choisi de rentrer au Ghana, qu'il avait quitté une quinzaine d'années auparavant. Je me suis dit que la meilleure chose que je pouvais faire pour me rendre utile, c'était d'offrir aux jeunes de mon pays la même éducation que celle que j'avais reçue en Amérique. Leur donner les moyens de prendre leur destin en main. Dans un quartier résidentiel d'Accra, la capitale, Patrick Awa a ouvert une université où l'on enseigne l'informatique, la gestion et le commerce international. Il l'a baptisée HSI, ce qui signifie un nouveau départ. C'est une école privée réservée aux élèves les plus brillants, mais pas nécessairement les plus riches. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer les 3 500 € annuels, il y a des bourses et des prêts à long terme. Ici, c'est chez moi, ce sont mes racines. Et s'il se passe quelque chose d'aussi révolutionnaire que l'ouverture de cette école, je vais absolument y prendre part, plutôt que d'aller étudier à l'étranger. En grande cérémonie à l'américaine, la promotion 2007 reçoit son diplôme de fin d'études. C'était en décembre dernier. Depuis, les 3/4 d'entre eux ont trouvé du travail. Certains à l'étranger, la plupart au Ghana, où l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. Charles Ansenkwao est en dernière année avec 6 de ses camarades qui viennent juste de finir leurs études. Il a fondé il y a quelques mois une petite société informatique. Leur première cliente fut Miss Ghana pour laquelle ils ont conçu un site web et ce n'est qu'un début. C'est aux Africains d'aider l'Afrique à se développer. Alors mieux vaut rester ici et faire ce qu'on a à faire. Tous évidemment ne deviendront pas milliardaires comme leurs idoles Bill Gates, Steve Jobs ou Larry Page, les rois des nouvelles technologies. Mais s'ils ont un rêve, un projet et assez de volonté pour le mener à bien, ils ont désormais autant de chances d'y parvenir que n'importe quel étudiant américain ou européen.
L'environnement avec l'épopée de la goélette Tara. Les 10 membres d'équipage de ce bateau se sont laissés enfermer dans les glaces pendant 500 jours pour mesurer précisément la fonte de la banquise, on l'évoquait hier. Eh bien l'expérience touche à sa fin. Nos envoyés spéciaux Nicolas Châteauneuf et Mathias Second viennent d'arriver sur place et nous envoient ce bref témoignage. Un grand voilier blanc qui émerge de la nuit polaire. Il y a quelques minutes à peine, Tara, le bateau d'épaule, a enfin touché terre ici au Spitzberg. Un moment de grande émotion pour l'équipage. Après 507 jours de dérive emprisonnés dans les glaces de l'Arctique, les 10 hommes et femmes de Tara retrouvent la civilisation. La fin d'une aventure humaine pour ceux qui ont vécu en autarcie et étudié les glaces du monde blanc. Cette nuit, ils vont faire la fête. Ça tombe bien, à cette latitude et à cette époque, le soleil ne se lève jamais. Toujours à propos d'environnement, on connaissait les économies d'énergie pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, il existe aussi des puits de gaz pour absorber donc la pollution. Et il s'agit tout simplement de plantations d'arbres et notamment de résineux. Près de Narbonne, reportage Léo Lamberton, Pascal Ponce. Allez. Ce n'est pour l'instant qu'un tout jeune pin, mais il va aider à sauver la planète. Le voilà planté. 27 000 arbustes viennent d'être plantés sur les hauteurs de Narbonne, dans l'Aude. On appelle cela un puits de carbone, car pour se développer, les arbres vont consommer et stocker le gaz carbonique qui est dans l'air. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse, tout simplement. Donc le gaz carbonique qui est dans l'air vient dans la feuille. La feuille, par un système chimique, décompose tous les éléments, rejette l'oxygène et conserve le carbone. Narbonne est la première ville de France à créer un puits de carbone. Une forêt de 27 hectares qui va aider à diminuer la trop grande quantité de gaz carbonique dans l'air, responsable de l'effet de serre. 1 hectare de puits de carbone peut représenter la consommation annuelle d'un petit véhicule qui consommera à peu près 120 grammes de CO2 et qui ferait environ 15 000 km par an. Narbonne, 50 000 habitants, est aujourd'hui une ville pionnière en matière d'environnement et les projets fleurissent. Toute la partie développement durable à travers l'aménagement des jardins ouvriers et puis le captage de CO2 à partir de là. Dans 4 ans sortira de terre le premier quartier durable de France. Panneaux solaires, collecte souterraine des déchets. Ici on affirme qu'il ne produira pas de CO2. Avec le puits de carbone, c'est l'autre arme pour lutter contre la pollution. On passe de l'air pur à la circulation routière avec le pari des Pays-Bas. Supprimer les feux rouges et même toute forme de signalisation. L'idée est de responsabiliser les automobilistes et les piétons et de faire appel à leur sens civique. Pari gagné pour l'instant. Une vingtaine de villes ont adopté la méthode qui s'exporte aussi en Suède et en Allemagne, mais pas pour l'instant dans les pays latins. Reportage Diego Garcia, Alain Duprat. Rien à droite, rien à gauche. Ne cherchez pas, sur ce rond-point, il n'y a aucun panneau de signalisation, aucun feu tricolore. De quoi décontenancer n'importe quel automobiliste français, mais nous sommes aux Pays-Bas. Ici, on traverse la rue sans risquer sa vie. Là, cette voiture m'a vu. Elle s'est arrêtée et je peux traverser sans problème. C'est ça, notre philosophie. Cette philosophie est simple. Piétons, cyclistes, automobilistes, personne n'est prioritaire. Il suffit d'un signe, d'un regard, d'un bras qui se tend et on s'engage. Chacun son tour, c'est ce qu'on appelle de l'autodiscipline et ça marche. Le nombre d'accidents a considérablement baissé. Il n'y a plus d'accidents graves ou mortels, seulement des petits accidents. 20 000 automobilistes se croisent ici chaque jour et depuis 2003, pas un accident mortel. Mais à l'usage, on s'aperçoit que pour certains, le manque de repères pose problème. Les gens ne savent pas toujours comment se comporter. Certains ont peur. Quel genre de personnes? Surtout les personnes âgées et les enfants. Et de fait, ce sont les plus vulnérables qui tirent le moins bien leur épingle du jeu. Non, c'est pas évident. On ne sait pas comment traverser. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne chose. Le trafic est plus fluide. Et en plus, c'est sécurisant. Responsabiliser le citoyen qui sommeille en chacun de nous. Après la Hollande, l'Allemagne et le Danemark ont franchi le pas. Aux dernières nouvelles, en France, ce n'est pas d'actualité. On en vient maintenant au tennis, on y croyait à peine. Jo-Wilfried Tsonga l'a fait, le Français se qualifie pour la finale des internationaux d'Australie. Il a balayé le numéro 1 mondial Rafael Nadal. Il a imposé son jeu de bout en bout, le numéro 2 mondial, pardon. Une victoire magistrale. On le retrouve dans un instant, Jo-Wilfried Tsonga. D'abord les images, Manuel Tissier.
Voici l'hymne à la Joe, une chanson de geste qui fait fureur au cœur de l'été austral. Jo-Wilfried Tsonga est en route vers sa première finale en Grand Chelem. À coup de retour gagnant et de service canon, le Français a balayé le numéro 2 mondial. Rafael Nadal, triple vainqueur de Roland-Garros et démolisseur patenté du circuit, est tombé sur plus fort que lui ce matin. Tsonga, 38e joueur au classement, a joué comme un numéro 1 et réussit l'exploit d'écœurer l'Espagnol. Nadal n'avait encore jamais perdu une demi-finale d'un tournoi majeur. Le géant sartois ne se contente pas de frapper comme une mule. Tsonga déplace ses 90 kilos comme un papillon. Le sosie officiel de Mohamed Ali, selon les Australiens, envoie Nadal dans les cordes. L'Espagnol est battu en férocité, submergé par les 49 coups gagnants d'un adversaire qui marche sur l'eau. En moins de 2 heures et 3 sets, Tsonga plie l'affaire d'un 17e ace. Incrédule, il affrontera dimanche Federer ou Djokovic. L'ovation des 15 000 spectateurs ne laisse aucun doute, le public australien a déjà choisi son camp. Voilà, et nous sommes en duplex de Melbourne avec Jo-Wilfried Tsonga. 1000 bravos d'abord, c'est vrai que c'était un match vraiment époustouflant, mais on a le sentiment en vous regardant, vous êtes d'un calme qui est incroyable. Est-ce que votre plaisir est intérieur ? Ouais, mon plaisir est intérieur aujourd'hui. Je crois que sur la fin du match, je réalise tout simplement pas ce qui se passe. Et je pense que j'ai toujours pas réalisé. Mais voilà, à l'intérieur, en tout cas, je suis vraiment heureux de ce que je fais et fier de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Et j'espère que je vais arriver en pleine forme pour la finale. Qu'avez-vous ressenti au moment de servir pour cette balle de match ? Je sais pas, je pensais plus, j'étais vraiment à fond dedans. À aucun moment je me suis dit je vais peut-être gagner. Et je me suis dit allez, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera, mais je joue tous les points à fond et j'essaye de tous les gagner. Et voilà, ça s'est super bien passé. J'ai fait une victoire en 3-7. Voilà. C'est étonnant parce que Nadal, c'est un épouvantail, c'est le numéro 2 mondial, il a remporté Roland-Garros 3 fois et on a le sentiment que vous êtes rentré dans ce match comme si vous aviez un adversaire ordinaire. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Si c'est paru comme ça, c'est très bien. Je pense que dans ces moments-là, il ne faut pas faire de complexe d'infériorité ou de supériorité. Aujourd'hui, j'étais sur la bonne ligne et voilà, je l'ai fait et c'est très bien. Voilà, entretien enregistré en fin de matinée après la victoire, la finale qui aura donc lieu dimanche face à Roger Federer ou au Serbe Djokovic. En bref, Laure Manodou a effectué son premier entraînement au Pôle France de Mulhouse. La ville accueille la championne qui en est à sa 4e structure en 8 mois. Laure Manodou qui se dit prête à se donner tous les moyens en vue de gagner les Jeux Olympiques. Football avec la Ligue 1, victoire hier soir de Lyon 2-0 face à Lorient, but de Ben Arfa et de Benzema. Dans le même temps, Marseille a fait match nul, 1-1 face à Nancy. Et le PSG a confirmé son retour en forme en battant Metz 3-0. Voici le 2e but lyonnais. Et puis le match du jour en Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée s'est imposée face au Maroc, 3-2. Voici l'une de ses réalisations et voici un autre début. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Cette nouvelle secousse dans la finance. La Société Générale annonce avoir été victime d'une fraude exceptionnelle de près de 5 milliards d'euros. Selon la banque, l'un de ses courtiers serait l'unique responsable. Les spécialistes expriment des doutes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Valérie Alexandre, suivi du Point Route. Valérie Maurice, 20h50, LA Confidential avec Kevin Spasser, Russell Crowe et Kim Basinger. Très bonne soirée.